on entend partout que les intelligences artificielles prennent des décisions de plus en plus complexes. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment comment elles fonctionnent? Aujourd'hui, on va soulever le capot en quelque sorte, pour essayer de comprendre comment une IA perçoit le monde. Et voilà la question qui tue. Imaginez, une IA peut classer des milliers d'images en un clin d'œil, créer des groupes qui ont l'air super logiques. Mais si on lui demande « Dis-moi, pourquoi t'as mis cette photo-là dans ce groupe-ci » Eh bien, c'est le silence radio. C'est ça, le fameux problème de la boîte noire. Prenez un réseau de neurones convolutifs, ce qu'on appelle un CNN. C'est un outil super puissant qui peut sans problème regrouper des images comme celles que l'on voit, d'un côté tous les avions, de l'autre tous les bateaux. C'est parfait. Le résultat est là, on le voit. Mais le raisonnement derrière, ça, c'est un mystère complet. On a le quoi, mais le pourquoi, lui, reste bien caché. Alors pour essayer de percer ce mystère, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va bien définir ce problème de la boîte noire. Ensuite, on va découvrir une solution qui a été pensée justement pour ça. On va décortiquer son fonctionnement et surtout, on va regarder ce que ça nous apprend sur la pensée de l'IA. Et puis bien sûr, on terminera par un regard honnête sur ses limites et ce qui nous attend pour la suite. Allez, c'est parti pour la première étape. On plonge dans ce grand défi de l'IA d'aujourd'hui, son côté un peu opaque, son manque de transparence. Et c'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. Les outils comme les CNN sont de plus en plus performants, ils font des trucs incroyables, mais en même temps, ils deviennent tellement complexes qu'ils sont quasi impossibles à déchiffrer. On a des résultats géniaux, oui, mais on sacrifie la transparence. Et la question, elle est simple. Sans cette transparence, comment est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au modèle? Ou même, comment on fait pour le corriger quand il part dans la mauvaise direction? Heureusement, les chercheurs ne restent pas les bras croisés. Alors passons maintenant à une solution qui a été développée pour s'attaquer à ce problème, mais dans un cas bien précis. Les tâches de regroupement, ce qu'on appelle en anglais le clustering. Alors, pour bien saisir l'innovation, il faut comprendre qu'il y a deux grandes familles de tâches. D'un côté, on a ce qu'on appelle la classification supervisée. Là, c'est simple, on aide l'IA. On lui donne des exemples avec des étiquettes. On lui montre une photo et on lui dit « ça, c'est un chat ». Pour ce genre de problème, on a déjà des outils pour comprendre sa logique. Mais de l'autre côté, il y a le clustering non supervisé. Et là, c'est le grand saut dans l'inconnu. On donne des milliers d'images à l'IA et on lui dit « débrouille-toi, trouve des groupes qui ont du sens ». Et pour ça, eh bien, les anciens outils ne marchent plus du tout. Il manquait clairement une pièce au puzzle. Justement, cet outil qui marche bien pour la classification, ça s'appelle GradCam. C'est assez génial, ça crée une sorte de carte de chaleur sur l'image. Les zones les plus chaudes, en rouge, c'est ce que l'IA a le plus regardé pour décider que oui, c'est bien un chat. Le hic, c'est que pour que ça marche, GradCam a besoin de cette étiquette, de cette classe, comme chat ou chien. Sauf qu'en clustering, par définition, on n'a pas ces étiquettes. L'IA les invente elle-même. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'entre en scène la solution dont on va parler aujourd'hui, GradCam. L'idée de base est super intelligente, et si on arrivait à adapter la logique de GradCam à ce monde du clustering, un monde sans étiquette? Le cœur du problème, c'est ça. S'il n'y a pas d'étiquette chat sur laquelle s'appuyer, on s'appuie sur quoi? L'idée brillante de GradCam, c'est de se baser sur ce qu'on appelle le centroïde du cluster. Alors, le centroïde, c'est quoi? C'est simple. Imaginez que c'est le représentant parfait du groupe, son membre le plus typique. Si on a un groupe d'images de, disons, berger allemand, le centroïde serait une sorte de berger allemand moyen, l'archétype parfait. Et c'est cet archétype qui va nous servir de nouvelle référence, à la place de l'étiquette. Alors, comment ça marche concrètement? On peut décomposer ça en 4 grandes étapes. Étape 1, le système cherche ce qui rend chaque groupe vraiment unique. Étape 2, il prend une image précise et il analyse ce qui, dans cette image, la fait ressembler à son archétype. Étape 3, on combine tout ça pour calculer un score qui dit à quel point cette image appartient bien à son groupe. Et enfin, étape 4, on utilise ce score pour remonter le fil et générer la fameuse carte de chaleur. C'est elle qui va nous révéler ce que l'IA a vraiment pris en compte. Ce schéma-là, il résume parfaitement tout le processus. On part de l'image d'entrée, elle passe à travers toutes les couches du réseau de neurones. Puis, le système calcule ses fameux poids en se basant sur les centroïdes de chaque groupe. Et à la fin, on obtient ce qu'on voulait. Cette carte visuelle qui, en quelque sorte, matérialise la pensée du modèle. Bon, assez parlé théorie. Le plus intéressant, c'est de voir ce que cet outil nous montre dans la pratique. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. Regardez un peu ces chiffres. 9 écrits à la main. Sur la droite, la carte de chaleur nous montre en rouge vif les zones sur lesquelles le modèle s'est concentré. Et c'est hyper clair. Il regarde la barre verticale et la boucle en haut. D'un seul coup d'œil, on piche sa logique. C'est ça qui est fort, c'est visuel, c'est direct. Mais attention, parfois, les révélations sont, complètement inattendues. Cette citation tirée de l'étude de recherche originale nous met d'ailleurs sur la piste de quelque chose de vraiment contre-intuitif. Et la voilà, peut-être la découverte la plus folle, celle qui démontre toute la puissance de l'outil.
On était persuadé que le modèle, pour regrouper les images d'avions, apprenait à reconnaître les ailes, le cockpit. Mais pas du tout. Gratiam nous révèle que le modèle a trouvé un raccourci bien plus malin. Il met ensemble tout ce qui a un grand fond de ciel bleu. Il n'a pas appris à identifier l'avion, il a appris à identifier le ciel. Sans un outil comme Gratiam, jamais on n'aurait pu deviner cette stratégie cachée. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette méthode ne se limite pas aux images. Les chercheurs l'ont aussi testé sur d'autres types de données, par exemple des séries temporelles. Pensez à des signaux audio ou même des cours de la bourse. Et ça marche. Ça permet de voir exactement quel motif dans le temps le modèle utilise pour faire la différence. Bon, Gratiam, c'est un outil vraiment puissant, on l'a vu, mais attention, ce n'est pas une solution miracle. Et c'est super important de bien comprendre ses limites pour savoir quand et comment l'utiliser correctement. Sa limite principale, la voici. Grad-CAM est excellent pour nous montrer les éléments présents sur lesquels le modèle s'appuie. Les zones rouges, c'est ce que le modèle a vu et utilisé. Par contre, il a beaucoup plus de mal à nous montrer quand c'est l'absence de quelque chose qui est importante. Par exemple, si un groupe est défini par tout ce qui n'a pas de pic, eh bien l'outil aura du mal à surligner ce rien comme étant le facteur décisif. Pour résumer, on peut dire que Grad-CAM est un vrai pas de géant pour comprendre le clustering. Bien sûr, il ne résout pas tous les problèmes d'un coup de baguette magique, mais il vient allumer la lumière dans une partie de la boîte noire qui avant était complètement dans le noir. C'est clairement une brique essentielle si on veut construire des IA en qui on peut avoir confiance. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. Plus on intègre des systèmes d'IA dans nos vies, plus on leur confie des décisions importantes, plus des outils comme Grad-CAM deviennent indispensables. Ce n'est plus juste un sujet de recherche pour les labos, c'est une véritable nécessité. Parce que la confiance, au final, ça ne peut pas être une confiance aveugle, elle doit se bâtir sur la compréhension.